Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir. Je suis Serge Alain Autour pour le décryptage quotidien de l'actualité. Equinox Soir, c'est de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Aujourd'hui, en la faveur des événements survenus à Genève, en Suisse, le 29 juin dernier, une dizaine de parlementaires du RDBC, ressortissants de la région du Sud, ont décidé d'apporter leur soutien indéfectible et granitique au président de la République, qui, selon eux, est victime de, comme je cite, bien sûr, comportements barbares, faits de menaces ouvertes, d'invectives, d'insultes infamantes. Mais là où le bas blesse, madame, monsieur, c'est que dans cette déclaration des ressortissants du Sud, il est dit exactement ceci. Nul n'a le monopole de la violence, tant sur la place internationale qu'à l'intérieur des frontières nationales. Et qui n'en soit, c'est aujourd'hui 20h, le journal de Sédig Noufélé. Tout de suite après, ce sera le débrief. Et tout de suite, le fait du jour. Sortie des parlementaires ressortissants de la région du Sud, est-ce un repli identitaire? Point parler, je suis en plateau ce soir avec un nouveau. C'est la première fois qu'il est sur ce plateau avec nous, Joseph-Marie Eloudou. Bonsoir Joseph. Bonsoir et merci pour l'invitation. Voilà, vous êtes membre de la société civile, c'est bien cela. Oui, à côté de vous, Jean-Robert Wafo. Bonsoir. Bonsoir, Serge Alain Autour. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Soir. Vous êtes membre du chef de cabinet, membre de l'information, chargé de l'information et des médias. C'est bien moi. C'est bien ça. Bienvenue sur le plateau. Maître Roland Diévou, bonsoir. Bonsoir Monsieur Autou, bonsoir à tous les copanélistes et bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Equinox Soir. Voilà, Maître Roland Diévou du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est bien cela. Tout à fait. Voilà, à côté de vous, Robert Mouté-Ambassa. Bonsoir Robert. Bonsoir Serge, bonsoir aux copanélistes et puis bonsoir aux téléspectateurs de Equinox Soir. Robert Mouté-Ambassa, vous avez lu comme beaucoup de Camerounais cette déclaration des élus, on va les appeler comme ça, ressortissants du Sud. Est-ce que déjà au niveau du libellé, ça vous pose un problème? Déclaration des députés à l'Assemblée nationale ressortissants du Sud. Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau? Ben, vous savez, les Camerounais, avant eux déjà, il y a eu la déclaration des élus de l'Ouest. Hein. Oui, c'est dans la même logique. Hein. Donc vous savez, j'ai appris à me méfier. Mais je crois que les problèmes ne sont pas les mêmes. À l'Ouest, on dit on condamne les violences. Oui. Et la haine. On condamne les violences. Mais sauf que dans la liste, on dit que des gens, il n'y a pas de signature. Tout ça, on appelle ça motion de soutien. Oui. Et moi, je m'appelais ça émotion de soutien. Émotion de soutien. Parce que, vous savez, j'ai appris à me méfier des émotions de soutien. Parce que là-dedans, on ne sait pas qui est sincère, qui n'est pas sincère. Vous savez, ce qui s'est passé dernièrement à Genève, on ne doit pas se limiter à faire une motion de soutien. Non, il faut agir dans le sens souhaité par le président de la République et des populations. Il ne faut pas se cacher derrière des déclarations qui n'ont aucun sens. Parce que vous savez, derrière tout ça, on parle d'un gros mot, le tribalisme. Oui. Et le tribalisme, pour moi, c'est juste un alibi qu'on met sur la table. Les Camerounais vivent le tribalisme chaque jour, chacun partout où il est. Les Camerounais qui créent les entreprises, on parle de tribalisme à l'intérieur. Mais lorsque ça vient des élus du peuple, est-ce que c'est la même chose? Non, les élus du peuple, vous savez, les élus sont pour le peuple au moment où on part les voter. Ah bon? Mais une fois qu'ils sont déjà élus, ils font comme ils veulent. Ah ok. C'est la précision que je voulais donner. Okay. Parce qu'en fait, on est dans un système oligarchique comme partout ailleurs, mais on appelle ça démocratie. Parce que le peuple élit des élus et les élus vont maintenant travailler au nom du peuple. Et du coup, le peuple n'est plus là derrière pour imposer à l'élu fais ceci ou fais cela. C'est l'élu de sa propre initiative, des pressions qu'il subit, qu'il agit comme il l'entend. Donc moi je voulais revenir à ce problème de fond, parce qu'en fait, tout ça, ça tourne vers le tribalisme. Et les Camerounais vivent le tribalisme chaque jour partout où ils sont. Dans les entreprises publiques, dans les entreprises privées, dans les ministères, partout.
Et les Camerounais sont habitués à vivre avec ce tribalisme. Donc ça fait partie de nos vies et on est en phase avec, et nous vivons ensemble sans que ce tribalisme pose problème. Mais il y a une précision que je voudrais donner, c'est que ce tribalisme, à un moment donné, est souvent exacerbé. Chaque fois que certaines personnes qui sont dans la position de pouvoir sont en difficulté. C'est ce qui s'est passé ces jours-ci parce que le président est parti à Genève. Vous croyez qu'un chef d'État se déplace n'importe comment? Un chef d'État peut se déplacer, il doit savoir où il va. On doit savoir que s'il part, il n'y aura pas de problème. Comment le président peut partir d'ici un dimanche, mardi à la bagarre à l'hôtel? On a minimisé la menace? Je ne suis pas sûr qu'on a minimisé. Ça peut être... Mais puisque vous dites qu'il sait, il part. Non, je voulais dire... La menace était là. Je répète ce que je dis. Oui. Quand un président se déplace, généralement, il y a le renseignement qui circule. Oui. Il y a même des équipes avancées qui vont. Justement, oui. Et quand tous les clignotants sont ouverts, on dit au président, vous pouvez partir. Vous avez dit le président se déplace un dimanche. On va pas monter le policier. Non, non, c'est bon, c'est important. Je préfère nous en parler. Les autres vont peut-être rebondir dans ce que je dis. Vous trouvez que le dimanche, c'est une journée où... Non, c'est pas ça. C'est pas par rapport à la journée. C'est du fait que on a dit au président que c'était bon pour qu'il voyage. Ok. Il a voyagé. Mais 2 jours après, on a vu des bagarres à l'hôtel. Oui. 6 jours après, on a vu la basse venir faire tout ce que tout le monde a vu. Et quand vous regardez de très près, les choses qui se passent en dessous, vous vous rendez compte que il semble qu'il y a eu un complot derrière. Le président a subi un complot. Et je pense que par rapport à ça, quand il revient, vous avez vu, on dit retour triomphal. Mais quand il part, on n'a pas parlé de départ triomphal, mais c'est le retour triomphal. Ça veut dire que quoi? Les gens qui n'ont pas fait leur travail, des incompétents qui n'ont pas fait leur travail et qui ont créé cette situation, sont parmi ceux qui parlent de retour triomphal pour noyer le poisson. Vous comprenez? C'est une situation très grave. Le Cameroun est en danger. Et ce n'est pas à ce moment précis que les gens doivent mettre en évidence leur duplicité. Parce qu'il y a de la duplicité dans ce qui se passe en ce moment. Joseph Marie Lundro, vous en pensez quoi de cette démarche des parlementaires originaires du Sud? Ben, vous savez, moi, j'ai l'habitude d'aborder les problèmes de notre pays sous un angle analytique très profond, je crois. D'abord, je ne sais pas pourquoi nous sommes si hypocrites. Les Camerounais veulent le tribalisme. Ils veulent le tribalisme. Bien sûr, la régionalisation, le fédéralisme. Écoutez les discours. Le discours aujourd'hui, c'est que je veux qu'on ait notre espace. Ne jouons pas à ce jeu qui ne nous sert pas. Soyons d'accord. Qu'est-ce qu'on fait des tribus? Est-ce que les tribus existent? Oui. Mais est-ce qu'on doit faire disparaître les tribus? Ou alors est-ce qu'on peut... On a plutôt l'impression que le défi des pères fondateurs, de créer une nation où toutes les tribus vont se fondre et devenir un magma d'une nation camerounaise, a échoué lamentablement. Et que les Camerounais demandent, il y a des replis identitaires, la question anglophone est anglophone. Et si vous dites que ce n'est pas un problème anglophone, vous avez des problèmes. Oh oui. On vous met au pilori parce que vous avez osé dire que ce n'est pas un problème anglophone. Donc, serons d'accord sur un fait, c'est que nous avons demandé le tribalisme et le tribalisme est donc arrivé. Et maintenant, le tribalisme s'exerce. Il s'exerce partout. Vous remarquerez que lorsque le chef de l'État est donc attaqué à Londres, à Genève, des gens qui nous envoient les informations, les journalistes comme vous, nous disent que la majorité ou la quasi-totalité des gens qui attaquent le président viennent d'une région. Et lorsque vous arrivez au Cameroun, au lieu que tous les Camerounais qui sont d'accord se mettent ensemble pour dire nous sommes contre ce qui s'est passé, les élites de l'Ouest se mettent ensemble. C'est quoi? C'est un groupe communautaire. Maintenant, les élites du Sud, parce que et c'est ici que vous devez bien comprendre que le Sud et le Centre sont différents. Même si d'aucuns essaient de mettre ça dans le même groupe qu'on appelle Betty, oui. Mais vous voyez très bien que le dessin est de plus en plus clair aujourd'hui. Donc, moi je pense que faire ce procès, parce que pour moi c'est un faux procès que l'on fait aux députés, qui
comme tous les Camerounais aujourd'hui. Comment ça vous dites un faux procès? Vous avez bien parcouru Oui, ça? j'ai parcouru. Pour moi, d'ailleurs, il y a deux choses là-dedans. Oui. La première chose, c'est que ça confirme que le Cameroun est en train de se tribaliser et que le député, même s'il porte une écharpe, même s'il porte les armoiries, oui, se reconnaît d'abord originaire d'une région ou d'un terroir. Et attendez dans les jours qui viennent. Ça va se dévoiler davantage. Ce n'était que le déclencheur des grandes motions qui arrivent. Vous verrez que les motions vont se suivre et vont pratiquement se ressembler. Okay. Pour ma part, oui. Par contre, je trouve tout cela vraiment un peu curieux. Vous vous rendez compte qu'un chef d'État se déplace. Quand moi je vois la débauche d'énergie qui se dégageait à Genève l'autre jour, vous savez où moi je vois moi j'aimerais la canaliser dans un champ de maïs. Il y a un tel gâchis, un tel gaspillage en ce moment, qui est encouragé par ce que un texte judicieux que j'ai lu appelle les entrepreneurs de la haine. Des gens qui vivent de ça. Il y a des gens qui profitent de ça. Il y en a qui en font un véritable business. Et la presse est impliquée. Les hommes politiques sont de plus en plus impliqués. Les sociétés civiles se divisent. Et le peuple tout entier, heureusement, et là je vais chuter. Samedi dernier, nous avons assisté, mon ami Tabeting et moi, à une chose extraordinaire où on a vu 4 mariages qui étaient des mariages mixtes. Et ça nous a fait plaisir parce qu'en réalité... Mais c'est pas nouveau, vous ne pouvez pas. Ça n'a pas commencé samedi. Mais ce n'est pas nouveau. Depuis. Ce n'est pas nouveau, sauf que ça nous rassure. Oui. Ça nous rassure parce que... On a-t-il vécu avec ça? Voilà. Il y a une génération, je crois qu'il y a une génération, okay? Oui. Une génération qui n'arrive pas à assumer la transition politique et économique au Cameroun, qui s'agrippe désespérément à des modèles anciens, à des modèles archaïques et dépassés. Mais je pense que cette génération est très très petite en termes de nombre et qu'elle ne pourra pas accéder à ce que... Et nous allons travailler pour que la jeunesse ne suive pas les pas de ces entrepreneurs de la haine. Je vois le ministre Wafo qui s'impatiente, vous permettez, parce que là, Maître Ndiaou, dans la déclaration, il a dit ceci, tout cela au nom d'une pseudo-élection volée. Donc on met tout ça sous le dos du MRC? Comme d'habitude. Comment ça, comme d'habitude, Maître Ndiaou? Vous savez, on est arrivé à un niveau dans ce pays où quelqu'un risque d'avoir, je vais être mal poli. Oui. Quelqu'un risque d'avoir la faiblesse sexuelle et de dire que c'est à cause de l'élection ou du MRC. Oui, parce que voyez-vous, on parle de la brigade anti-Sardina à Genève, on y voit le MRC. On parle des casses à l'ambassade de Paris, on y voit le MRC. J'ai été étonné de ne pas voir le MRC dans l'incendie de la Sonara parce que j'étais prêt à accepter que l'on nous accuse aussi de cela. C'est pour dire que, et M. Elundou l'a dit tout à l'heure, il y a une infime, vraiment une infime portion de notre pays, de nos concitoyens, qui justement font confondre au reste des Camerounais deux notions qui sont pourtant différentes. La tribalité et le tribalisme. C'est-à-dire qu'on fait croire aux gens que lorsque M. Mouté dit « je suis un Bamois fier », c'est déjà un problème. Et on fait que les gens confondent le fait qu'il ait dit ça avec le fait de stigmatiser des communautés en leur attribuant parfois des choses avec des raccourcis, comme ceux que nos députés de l'État fédéral de facto du Sud viennent de commettre, parce que vous voyez, ils ont pris des libertés extrêmement comme le bon sens. Ils disent que personne de la violence à contraire avec le miroir, ça veut dire que eux, ils ont pris la peine de se présenter. Eux, députés du Sud, peuvent aussi faire usage de la violence. Eux, députés originaires du Sud, et là, pas pour le dire, estime que tout ce qui peut y avoir eu à Genève, c'est à cause de l'élection présidentielle ou alors de la revendication d'une victoire. Moi, ce que je dois dire de manière très claire, le MRC républicain auquel j'appartiens a son combat. Son combat de tous, sauf de ceux qui sont de mauvaise foi. Mais
le MRC évolue dans un environnement où plus de combats existent et existaient d'ailleurs. Donc, ceux qui, pour les besoins de la confusion, ces intellectuels faussaires, veulent faire de l'esbrouffe politique permanente, chaque fois le poisson, lorsque les vrais sujets sont sur la table, avec des questions comme justement celle du tribalisme, ceux qui ont droit dans nos bottes. Nous avons été clair. Une élection présidentielle au Cameroun, nous avons dit à l'opinion publique clairement ce que nous avions comme problème avec cette élection présidentielle. Nous avons mis en œuvre un certain nombre de démarches politiques, pacifiques et constitutionnelles pour nous faire. Nous avons toujours dit que nous avons choisi l'option. Nous avons toujours dit que nous choisissons de faire ensemble. Je vous rappelle, monsieur Otou, que le slogan de campagne du président Kamto, c'était « Ensemble, c'est possible ». C'était ça son slogan de campagne. Vouloir donc. Maintenant que le avec ces créatures, parce que maintenant, l'excès de violence qui dégage de tout ce que nous voyons là, c'est en réalité les œuvres du monde lui reviennent dans un effet de miroir. Et au lieu de régler son problème avec son miroir, il fait de la diversion qui n'en sont pas. Et pour chuter, j'aimerais adresser précisément la question du tribalisme. Vous savez, je vais prendre une petite image. Si vous avez plusieurs enfants à la maison qui ont leur ligue, vous savez, il y en a qui se vendent chouchou de papa, d'autres qui se vendent la classe, d'autres qui se vantent d'avoir toujours les plus belles chaussures ou les plus beaux habits. C'est une intrigue normale qu'on peut avoir lorsqu'il y a déjà plusieurs personnes. Mais lorsque vous, chef de famille, vous trouvez que vos enfants c'est très et que vous dites c'est la faute aux enfants, ils n'avaient qu'à savoir qu'ils doivent vivre ensemble. On va se et votre parent, c'est donc quoi? Je donne cette image pour toucher du doigt ce que nous appelons le tribalisme. Vous cautionnez le silence du président de la République. La complicité du président de la République. Maintenant, quand on parle de tribalisme, au minimum, et là je suis poli, oui. Au minimum, on peut voir dans le silence, dans cette indifférence-là, ouais. Une complicité. C'est comme... Non, oui, c'est un peu trop fort. Je pense que chacun a la liberté d'utiliser selon le curseur qui lui est propre. Oui. Je pense qu'on ne peut pas être un État et assister comme un spectateur. Oui. Ce spectacle devient aux émotions de soutien. Je condamne aussi bien celles de ces députés qui ne sont plus des députés de la nation, mais de l'État fédéral de fait du Sud, de la même manière que je condamne ce qu'on pourrait appeler l'appel des élites de l'Ouest. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on met dans élite de l'Ouest? Et de deux, est-ce qu'on est sûr que tous ceux qu'on a annoncés sont effectivement comptables de ce qui a été dit? Je vais vous... Parce que moi, j'ai interviewé le professeur Léopold Donfac, qui a dit n'avoir pas signé. Vous savez pourquoi? Il est décédé il y a 2 ans. Mais son nom est quand même ressorti dans une correspondance des élites de l'Ouest en 2019. Il ne faut pas faire injure même aux mémoires des gens qui veulent se reposer en paix. Et dans ce pays, on est prêt à tout pour instruire de ceux-là qui nous ont précédés. Jean-Robert Wafo, d'une déclaration anti-républicaine. Tout à fait, c'est une déclaration totalement anti-républicaine. Parce que l'article alinéa 2 de la Constitution indique sans ambiguïté que chaque député de la nation. Oui. Alors, quand des députés se permettent de dire ceci, nous, députés à l'Assemblée nationale ressortissants de la région du qu'ils n'ont jamais intégré le fait qu'ils sont de la nation, qu'ils n'ont jamais été députés de la nation, mais ils estiment qu'une fois qu'ils ont été élus des électeurs, ils deviennent plutôt des représentants, n'est-ce pas, de leur région ou de leur circonscription. C'est déplorable, c'est pathétique, c'est lamentable. Le député est le dépositaire de la souveraineté nationale.
que lui confère la Constitution, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, à travers l'article 1 à travers l'ensemble national qu'est le peuple du Cameroun. Qu'un député des députés se réunissent et se permettent de dire nous, l'Assemblée nationale, ressortissants du Sud. National. Est-ce qu'ils votent uniquement le budget de la région du Sud? Est-ce qu'ils votent uniquement le budget, même au niveau du budget d'investissement public? Il faut le budget d'investissement public d'autres régions. Ce qui sont des mots à dire dans le budget des autres régions. Alors, moi, j'ai tout à l'heure du tribalisme. Moi, je dis, il ne faut pas confondre, comme Maître Diéwa dit, le tribalisme à la tribalité. Le tribalisme, c'est le rejet des autres tribus. Tout à fait. Alors que la tribalité, c'est l'appartenance à une tribu. On ne peut pas empêcher à un Camerounais de se revendiquer d'une tribu. Ce n'est pas possible, puisque nous tous nous sortons de quelque part. Et comme la nature l'a voulu, à tout hasard. Parce que personne n'a choisi de naître dans un arrondissement plutôt qu'un autre. Donc il faut que ça cesse. Et puis, moi, ce qui me sidère, c'est que ce tribalisme, en réalité, est entretenu par une élite prédatrice, c'est-à-dire qui exacerbe cette mauvaise notion, cette notion anti-républicaine, pour des prébendes. Il faut qu'on le dise, c'est une lutte de positionnement, comme M. Mouté l'a dit. Parce que, voyez-vous, on ne va pas me dire que c'est tous les habitants de la région du Sud qu'on est là-dedans. Bien sûr. Dans la région du Sud, il manque d'eau, il manque d'électricité. Le paradoxe du pays. Les cases, il n'y en a presque pas. Voilà, le taux de chômage, c'est le même qu'on observe partout. Donc, nous avons un État qui a donné de ses missions publiques seulement dans toutes les... C'est en cela que c'est détestable. Et je dis qu'il faut que ça cesse. Et plus grave, comme ça ne suffisait pas, ces députés de la région du Sud se sont permis de mentionner dans cette déclaration qui a été rendue publique que nul n'a le monopole de la violence, tant sur le plan international à l'intérieur de nos frontières nationales. Mais comment vous comprenez cette phrase? Mais ça veut tout simplement dire qu'ils sont prêts à tout. C'est simple. J'analyse, c'est simple. Ils sont prêts à tout. La preuve, c'est qu'ils disent appellent les candidats à la future élection de 2020 à préparer sereinement afin d'éviter éventuellement de trouver un pays exsangue dont nul n'est maître de l'issue. Ce qu'on prépare là, il est clair, il est de donner du tort à ceux que cette dit. Heureusement, ils sont 11. Heureusement que l'honorable Martin Oyono, qui est un député de qualité, parce qu'il me souvient qu'il a toujours fait des interventions en faveur, même pas contre courant. Non, dans le sens des intérêts populaires. Mais oui, j'ai également la faiblesse de ambassade. Des déclarations dans la plupart, je n'ai pas dit dans toutes ces déclarations. Également, lui, il navigue dans le bon sens. Donc, je dis qu'il est difficile donc de donner du tort. Que cette déclaration, on demande les candidats à la future élection présidentielle c'est-à-dire à la préparer sereinement. Afin d'éviter de trouver éventuellement un pays exsangue, plombé, entretenu et des leaders irresponsables par des intérêts tribaux, égoïstes et dont personne l'issue. L'élection présidentielle, ça ne date même pas d'un an. Il parle déjà de l'élection présidentielle de 2020. Vous ne trouvez pas qu'il y a des projetés qui sont en train d'être projetés sur notre vivre ensemble? Vous ne trouvez pas? Moi, je dis, il faut faire trop attention. Et je dis, ils vont nous plaire. Là, ils parlent d'un projet tribal de prise de pouvoir, tout en précisant qu'ils exhortent les ressortissants qui se réclament, dont se réclament les principaux agitateurs, à ceux de se réaliser davantage comme ceux-ci ont commencé à le faire. Qui a commencé à le faire? Ils font référence à l'appel des élites de l'Ouest. Je vais d'abord dire une chose sur ce plateau. Personne, aucune de ces élites n'est mon directeur de conscience. Encore mon directeur de conscience des populations de l'Ouest, qui dans leur grande majorité souffrent comme celle du Sud, comme celle du littoral, comme celle du Nord, de l'extrême Nord, du moins des 10 régions du pays. Ils ne sont directeurs de conscience de personne. Parce que quand ils construisent leur château, ils ne pensent pas aux voisins, ils ne pensent pas construire à un voisin. Il faut que ce soit clair. S'ils ont leur prébande, qu'ils aillent défendre ça simplement là-bas,
n'aillent pas s'exprimer. Et ça pose le problème, effectivement, de la circulation, de la promotion de l'élite gouvernante dans notre pays. Parce que comme M. Moutet, que ces postes détenus, c'est qu'en 39 ans, il y a près de 38 gouvernements. Ça veut dire que chaque fois, le président... Ça fait déjà 39, M. Wafo? Ça fait 37 ou 39. Essayez de me rappeler, bon, c'est environ une quarantaine. Voilà. Mais c'est quoi? Ça fait même pas 37 ans. Hein. Bon, mais... On a 36 ans. Hein. Bon, ça fait au moins 37 gouvernements, n'est-ce pas? Oui. Entre 37, 39, 40, un truc comme ça. Ça veut dire qu'il y a un personnel politique qu'on a donc utilisé et force est de constater aujourd'hui que... Ça nous rappelle les lieux indomptables à la Cannes en Égypte. Vraiment, vous voulez venir douloureux à l'endroit de nos compatriotes. Ce sont des faits. Mais des faits, ça c'est clair. Mais donc, c'était pour vous dire que il faut attention, propriétaire de ce pays. Je n'ai pas refusé. Moi, j'ai des amis, par exemple, pour la plupart, qui ne sont pas... Mais je suis désolé, je vais même vous surprendre. Je suis né à Nouvelle, j'ai grandi à Nouvelle, mais à l'école Saint-Jean-Bosco ici. Et j'ai fait Libéman par la suite, je suis allé en fac après. Je n'ai fait que la maternelle à Sebenjongo, au jardin d'enfants de Sebenjongo. Mais le reste de mon cursus, n'est-ce pas, de mon enseignement natal. Alors, mais qu'est-ce qu'on veut dire aux gens? Non, il faut que ça cesse. Je dis ceci. Le pays est capable de son histoire. Des choses comme ça, c'est déjà, M. Mouta a bien fait de dire, c'est des émotions de soutien. Ce n'est pas seulement les émotions de soutien, c'est les émotions, c'est des cris de positionnement. Oui. C'est des cris de positionnement. Il faut que ça cesse dans ce pays. Okay. Parce que là où nous allons, avec tous les problèmes que nous avons, j'ai bien peur que ça explose. Parce que ceux qui ont pondu, n'est-ce pas, cette déclaration des députés, c'est que ceux qui ont pondu l'appel, n'est-ce pas, des élites de l'Ouest. Je dis, ils sont en train de jouer, et je le dis de façon froide et grave, ils sont en train de jouer avec des allumettes sur une poudrière qui peut exploser à tout moment. Et si ça explose dans les conditions qu'on sait, ils seront tenus pour responsables, n'est-ce pas, de la déflagration de forte amplitude dont nul, je précise bien nul, n'a absolument besoin à cette période sensible de la vie de notre pays. Robert Mouté-Ambassa, cette déclaration des ressortissants, des élus ressortissants du Sud ne semble pas être suivie. Hein. On n'a pas d'autres élus de la République qui suivent ceux du Sud. Ça veut dire qu'il y a un problème? Non, il y a une technique dans ces histoires d'émotions là. Vous savez, il y en a un ou deux qui lancent, les autres observent, après... C'est comme un output, on voit comment on réagit. Voilà. Mais il faut dire la vérité aux Camerounais, et que ce soit l'émotion qui vient du Sud, soit la lettre des élites de l'Ouest, que ce soit l'appel de l'Ouest, que ce soit les exacerbations du tribalisme, il n'y a rien qui soit dans la logique de stabiliser le Cameroun. Le problème du Cameroun est ailleurs. Et il y en a deux, avec un sous-problème. Avec votre permission, je vais le dire. Vous savez, le problème qu'on a au Cameroun aujourd'hui n'a rien à voir avec le tribalisme. On vit avec ça depuis toujours. Moi, je ne me sens pas... partout où je passe au pays, je n'ai pas l'impression que le tribalisme a un impact sur... Vous comprenez? C'est un faux problème. Moi, je pense que le Cameroun a deux problèmes importants. Le premier, c'est la communauté internationale tout s'accaparer. Voilà le problème, vous savez, et elle est prête à tout pour avoir nos richesses. La communauté nationale, dans le contexte d'aujourd'hui, lorgne le poste de chef. Les gens qui volent de dizaines, de centaines de milliards, ce n'est pas pour manger, c'est pour gérer cette place du chef là, c'est ça qu'ils cherchent. Alors quand vous mettez la communauté internationale avec ses objectifs, la communauté avec les siennes, ça vous donne quoi? Ça vous donne Boko Haram, ça vous donne l'insécurité à l'Est, ça vous donne nos eaux, ça vous donne la basse, ça vous donne le côte, ça vous donne tout ça. Et c'est là où j'ai dit tout à l'heure qu'il y a eu un complot. Pourquoi? Parce que même de l'intérieur, il y a des gens qui sont en totale phase avec la communauté internationale. Comment les gens font de la médiation? C'est des gens qui ont des agents. L'objectif, pour certains, c'est de pousser le président Biya à la sortie. D'autres, comme ils ont essayé de le faire dernièrement à Genève,
Mais en fait, c'est le Cameroun qui a été humilié par les Camerounais. Paul Biya est le président du Cameroun. Et à ce titre, il est une institution. Donc on ne peut pas dire qu'on est parti humilier le président Paul Biya. Non, c'est le Cameroun qui a été humilié par les Camerounais. C'est vrai que quand on regarde, on a le sentiment que la majorité de ceux qui l'ont fait viennent d'une région. Mais ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Vous savez, quelque part, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les Camerounais, ce chemin de tribalisme là, on doit mettre une croix dessus. C'est pas ça notre problème, on vit avec. Ça ne nous a pas empêché d'évoluer. Le problème qu'il y a, c'est de veiller à être, c'est d'être pour que le Cameroun ne sombre pas dans la guerre. Parce que c'est ça le fond du problème. Et du coup, chaque Cameroun, là où il est tout en œuvre pour ne pas suivre ces histoires de tribalisme et autres qui ne nous servent pas du tout. Parce que vous savez, quelque part, le président, au jour d'aujourd'hui, s'il y en a qui pensent qu'ils vont manipuler le président, c'est exactement ce qui se passe maintenant. Vous savez, il a fait confiance à beaucoup de gens qui l'ont dessus. Et je suis à peu près sûr, ça c'est ma propre conviction, je suis à peu près sûr que le président ne sait plus qui est avec lui, qui est avec lui. Qui n'est pas avec lui et qui est avec lui. Dans cette situation, il faut fortement changer les hommes. Parce qu'on ne peut pas continuer avec les mêmes. Depuis toujours, on croit qu'on a confiance en eux. Le président ne peut pas se déplacer d'ici pour Genève. Et il y a des problèmes comme il y a eu. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a laissé partir le président? Attention, c'est dangereux. On lui a dit que tout était... il n'y avait plus de problème. Un chef d'État ne se déplace pas quand on ne fait pas un certain nombre de contrôles. C'est quand les gens sont ouverts qu'on lui dit « Ok, c'est bon, patron ». S'il est parti, ça veut dire qu'on a dû lui dire que tout est bon. Mais on a vu que c'était pas bon. Et maintenant, il faut faire des motions, faire des... Comment on appelle ça? Des gens au bord de la route, pour encenser, dire au président que... Alors que c'est les mêmes gens qui l'ont laissé aller tomber dans ce piège-là. Vous comprenez? Donc moi je pense que les Camerounais doivent se ressaisir. Il faut pas se mettre le tribalisme, on vit avec. Le tribalisme qui est dans nos sociétés, on vit avec et on fait avec. Il n'y a pas de problème. Les Camerounais sont ensemble. Le tribalisme qui est en train d'être exacerbé là, ça, dans certaines positions qui ont échoué, qui veulent transposer le problème. Joseph Marie Dumdo, pour revenir à cette déclaration, on l'a dit, ils sont 11 des députés originaires de cette région, 10 sont ici. Comment comprendre l'absence, on va le dire, de Martin Oyono? Vous me demandez là d'entrer dans la conscience de M. Oyono, une chose qui est un peu difficile. Mais vous qui connaissez, vous connaissez quand même Martin Oyono, vous savez, nous sommes autant que nous sommes différents, avec des niveaux de conscience différents. Et ceci est d'autant plus vrai que quand vous voyez les comportements des différentes couches de notre société, des réactions, si vous allez chercher au fond, vous allez voir qu'il y a là-dedans un bouillon de comportement. En réalité, il y a une déclaration de M. Déo. M. Déo, si vous regardez la télévision ou alors les réseaux sociaux, vous voyez des jeunes gens qui cassent une ambassade, font tomber et puis qui sortent en même temps d'une autre personne qui s'est déclarée élue, qui s'appelle Maurice Kamto, et dit voici le président. Pourquoi pensez-vous que l'homme du commun ne fasse pas une relation entre le MRC, le président et Kamto, et puis le mouvement? Si par exemple, dans tous les événements pratiquement, vous retrouvez des gens avec des t-shirts portant effectivement les marques de ce parti, il me semble que ici, moi je voudrais simplement être quelqu'un qui observe et me mettre à la place des personnes simples qui n'ont pas votre tour d'esprit, qui voient des choses et qui font des relations ordinaires. Donc je crois qu'il faut évacuer ce débat, qui est un débat de politiciens. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir raison ou tort en fonction de leurs obédiences et de leur bord politique. Et je ne voudrais pas insister forte sur la déclaration des députés qui interviennent dans un environnement complètement désagrégé. Le Cameroun, aujourd'hui, si on vous demande sa direction, je suis sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui est capable de vous dire où nous allons aujourd'hui.
Donc les comportements que vous voyez là sont des comportements liés à un environnement comme un bateau qui a perdu son gouvernail. Et donc vous allez voir les replis identitaires. On appelle les replis identitaires. Parce que à un moment donné, quand vous êtes menacé de l'extérieur, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez à la maison. Vous faites donc un repli vers ce que vous croyez être votre lieu de sécurité. C'est-à-dire, je connais ma brousse, je peux entrer là-bas, je connais les raccourcis, etc. Venez me prendre. Donc, voilà ce que nous avons créé. Et voilà ce que nous avons. Et cela est vrai pour tous. Qui a créé? Nous tous. Je vous dis pourquoi. Je vais vous dire c'est pourquoi nous l'avons créé. Qui? Vous, non, moi et les Camerounais. Non. Comment? Je vous explique. J'ai lu un excellent article du jeune Kanga Wilfried qui disait que les Blancs nous voient comme nous sommes seulement des Noirs et qu'eux ne savent pas nous distinguer. J'ai trouvé cela extrêmement malheureux. Donc j'ai aussi compris que quand on est jeune et qu'on est connecté sur les réseaux sociaux et dans Internet, on peut dire n'importe quoi. Les Blancs connaissent qui nous sommes. Très bien, même. Nous sommes en anthropologie politique, en sociologie politique. Les Blancs connaissent individuellement les tribus camerounaises. Et les Blancs, comme appelons-les entre guillemets, leur objectif, et là je suis sur l'axe de Mouté tout à l'heure, leur objectif c'est l'exacerbation. Et vous remarquerez que ce n'est pas seulement le Cameroun qui en est victime. Prenez le cas du Rwanda. Le Rwanda, c'est les Tutsis et les Hutus. Chacun est sûr qu'il a raison. Elle est toi, il y a une minorité. Il y a une minorité. Chacun est sûr dans cette affaire. Mais l'objectif, c'est tirer la masse vers le massacre. Prenez le cas de Côte d'Ivoire. Vous avez les Bété et les Dioula. Prenez même ici au Gabon. Ce sont les femmes et les gars de chez Bongo là. Oui. On les appelle, j'oublie l'appellation. Ça va me revenir. Donc vous remarquerez que il y a comme une transversalité dans les problématiques qui agitent notre sous-région et nos pays. Et c'est là où j'en appelle donc à la réflexion des intellectuels. Et j'ai dit quelque part en rigolant que si M. Kamto, Penda et Kokavon dans la rue, on ne nous a pas enseigné la rue. Monsieur, nous sommes de la même époque. Peut-être vous connaissez la rue. Nous ne pouvions pas descendre dans la rue. Si vous mettiez les pieds dans la rue à l'heure à Idjo, vous étiez perdu. Perdu, on ne vous verrez même pas ici. Vous serez à Yoko, Mantum, Tcholir ou quelque part. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Quand on ne vous jetait pas dans l'acide. Donc, ce que nous on a appris, c'était la réflexion. Ah bon? La réflexion. Parallèle est bien. Réfléchir, c'est nous. C'est ce qu'on nous a enseigné. Donc, il fallait vaincre par la réflexion. Et je peux vous rappeler qu'à l'époque d'Aïdjo, les Martien Toa, les Basile Fouda, Ebou Siboulaga, et tous ces gars-là, c'était des gens qui avaient forcé les espaces et présenté une analyse d'ici, il n'y avait pas de télévision. Donc, aujourd'hui, le Cameroun est au carrefour. Il a besoin de ses intellectuels. Il n'a pas besoin d'eux dans la rue. Il a besoin de ces intellectuels pour décrypter les vérités de notre société. Et ces vérités, c'est quoi? C'est que lorsque l'Occident s'en va, il ne part pas. L'Afrique est un scandale minier, géologique. Toutes les matières premières stratégiques se retrouvent ici. Et il faut mettre la main dessus. Lorsqu'on fait Berlin et qu'on se partage l'Afrique, en 1885, il y a les grandes et les puissances impérialistes qui dominent. Elles n'ont pas vu le temps passer. Il y a les nouvelles puissances. Okay. Les puissances du BRIC et autres qui sont là aujourd'hui et qui demandent leur part. Je vais vous donner une information stratégique. Vous permettez aux autres de... Dans les 50 ans qui viennent, il y aura 100 États en Afrique. Donc, la stratégie de redivision, de rebalkanisation est en marche. Okay. Cas du Soudan, cas du Mali, Éthiopie, cas de l'Éthiopie, cas du Cameroun, cas. Vous regardez, le Ghana est entré dans la tourmente. La Côte d'Ivoire n'est pas loin de là. Vous avez vu ce qui se dessine avec Soro aujourd'hui. Donc, moi, en tant qu'intellectuel qui réfléchit sur les questions du Cameroun, j'en appelle à un recul, monsieur. Monsieur Bia, 86-87 ans, il a l'âge de ma mère, c'est terminé.
Vous luttez contre le vent. Mettons en place un modèle économique, social et politique alternatif. Qu'est-ce qu'on fait du Cameroun? Qu'est-ce qu'on fait de nos tribus? Qu'est-ce qu'on fait de notre jeunesse? Merci. Qu'est-ce qu'on fait? Je finis en disant que oui, rapidement. Demain, ils ont commencé à être déjà là. Les Chinois sont là-bas à Nangai-Boko. Ils sont entrés à Eureka, je crois, et dans le sud-ouest africain, le Camerounais, là où effectivement on manipule parce que les Américains veulent aller là-bas, parce qu'on va diviser. Mais nos enfants, le petit Bassa n'aura pas pour adversaire le petit Bamileke, le petit Téton, le petit, etc. Leurs adversaires, c'est qui? C'est le petit Chinois, le petit Brésilien, le petit Français, le petit Américain, messieurs. Okay. Je vous en prie, sortons de ce faux débat. Okay. Ah mais Wafolake, mon ami, il sait que nous avons mené des combats ensemble, qui étaient des combats citoyens et des combats de société. Merci. Maître Nyerou. Moi, ce que je dois dire, c'est que à la fin de l'exposé de M. Elundu, on peut même se mettre à applaudir. Surtout qu'il a à peu près cité le président Kamto lorsqu'il dit que précisément notre problème ce n'est pas avec nous-mêmes. Oui. Non. Nos défis, nos enjeux, c'est contre, c'est en tout cas face à ceux qui mieux équipés que nous, pendant que nous nous étripons à nous dire, comme les députés du Sud, que certains ont un projet de conquête tribale du pouvoir, alors que d'autres peuples forment leurs enfants à aller sur la Lune, à maîtriser les nanotechnologies. Je ne peux pas laisser passer, par exemple, l'allusion qui a été faite, parce que vous savez, justement, on a besoin d'intellectuels au Cameroun. Et ce sont les intellectuels qui induisent le petit peuple, M. Elundu, vers les fausses conclusions. Quand vous dites au petit peuple qu'il doit considérer que si on a vu quelqu'un brandir la photo de Maurice Kamto, alors Maurice Kamto est forcément responsable. Mais je n'ai pas dit cela. Hein. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit que c'est un lieu commun. C'est un niveau de confiance et de réflexion. On peut faire... Je crois que vous avez eu beaucoup de temps. Non, nous sommes dans un débat. Vous avez eu beaucoup de temps. Mais allez-y donc, ce n'est pas thèse et antithèse en même temps. C'est que vous écoutez quand l'autre parle. Le débat, c'est qu'on peut se changer. Bon, je vous laisse mon temps de parole. Non, allez-y, Maître Nyerou. C'est moi qui donne la parole. Merci, monsieur Otou. J'aurais pu le prendre. Veillez à ce que je puisse parler. Oui, allez-y, je disais donc que c'est un peu délicat. Parce que vous avez des choses à dire et nous aussi. Voilà. Souffrez donc de nous écouter. C'est ça aussi l'intellectuel qui veut que le débat se fasse sur justement ce qu'on veut pour nous tous. Parce que ce n'est pas seulement ce que vous pouvez vouloir ou pouvez penser. Vous n'avez pas la science infuse. Moi non plus d'ailleurs. Je disais donc que il y a eu une condamnation récemment en Suisse. La très officielle justice suisse a condamné, je crois, 5 personnels de la sécurité rapprochés de M. Biya. M. Elundu n'a peut-être pas questionné la responsabilité de ceux qui les a envoyés. Parce que si on fait le parallèle avec l'exemple qu'il a pris plus haut, il faudrait qu'on se dise que celui pour qui il travaille n'est pas capable de leur dire qu'on ne frappe pas sur un journaliste, qu'on ne lui arrache pas son porte-monnaie, etc., etc. Donc, si vous voulez que le peuple qui nous écoute fasse ce genre de parallèle, parce que peut-être, dans un cas, il s'agit de Maurice Kamto, et que dans l'autre, il s'agit de M. Biya, alors dites-le leur, et on comprendra. Ça, c'est d'un. De deux, oui, nous sommes dans une dialectique mondiale de compétition. Vous ne l'enseignez à personne particulièrement, mais j'aime souvent poser la question de savoir quel est le pays au monde qui ne fait pas l'objet de convoitise. Dites-moi quel est ce pays-là au monde qui ne fait pas l'objet de convoitise. Si vous pensez que c'est le seul fait de l'Afrique ou du Cameroun, alors vous êtes en train de zombifier, vous me pardonnerez l'expression, ce peuple-là que vous voulez éveiller en lui disant qu'il doit avoir des outils de la réflexion stratégique. Parce que la réflexion stratégique, ce n'est pas pleurnicher. Vous avez dit tout à l'heure que nous devons nous mettre ensemble pour une offre alternative. Nous devons penser à un nouveau Cameroun. Oui, monsieur Elundu, c'est bien beau. Mais moi, j'ai envie de vous poser une seule question. Une fois qu'on aura fini de concevoir le meilleur Cameroun possible, quand on a une bande de médiocrates, kleptocrates et gérontocrates qui s'accaparent le pouvoir pour eux seuls, pour leur plaisir personnel, pour pouvoir jouir des hôtels genevois pour eux seuls. Vous me direz, vous, comment vous pensez que l'intellectuel que vous êtes peut aider à la mise en œuvre de ce meilleur Cameroun-là? Il y a une dimension qui est l'intellect, la réflexion. Il y a une autre qui est le combat. Monsieur Elundu nous enseigne que
À l'époque d'Ahidjo, on n'avait pas à manifester. On avait à mobiliser les ressources de l'intelligence. Et quand vous alliez dans la rue, vous alliez à Mantoum. Il enseigne. Vous ne pouviez même pas y aller. Voilà, il enseigne à nos populations qu'aujourd'hui où on pense que la Constitution a consacré la liberté de manifester, il faut que nous ayons nos propres Mantoum dans nos cerveaux. Il faut que nous nous auto-censurons. Parce qu'il faut faire comme certains, c'est-à-dire prendre la hauteur dans des palais austères et réfléchir, et réfléchir, et réfléchir. Oui, la réflexion c'est une chose. D'ailleurs, c'est urgent de penser. Mais la pensée sans l'action ne sert strictement à rien. Et maintenant, nous sommes dans le champ politique. On peut questionner les stratégies. On peut les questionner. Vraiment, sur ce débat-là, je crois que personne ne peut prétendre avoir le monopole de la meilleure stratégie. Mais quand on n'a pas de stratégie ou quand on ne propose pas de stratégie, je trouve qu'il est assez malsain de critiquer des stratégies sans précisément montrer qu'on peut faire mieux. Et donc, pour chuter, la question du tribalisme, je ne peux pas m'empêcher de souligner, de revenir là-dessus. Il y a au Cameroun un tribalisme d'État. Il y a au Cameroun une hypocrisie collective qui se traduit par une indignation sélective. On peut prendre un peu facilement certains propos et d'autres, on brocarde, on souligne à grands traits, etc., etc. C'est précisément parce que les tenants de la conférence de Berlin, de la conférence de Brazzaville, ont laissé sur place des néocolons. Mais ça, il faut le dire à nos populations. Mais sauf que les néocolons ne sont pas ceux qui, justement, se battent pour la libération, pour l'alternance. Les néocolons, c'est ceux qui ont caporalisé les rênes du pouvoir pour servir leurs maîtres qui sont restés outre-mer. Voilà, Jean-Robert Wafo, avant le journal, allez-y. Non, mais je vais dire une chose, c'est quoi? C'est que le tribalisme, il faut qu'on soit clair là. Ça ne se vit pas au niveau des populations, donc du citoyen lambda. Le tribalisme est plutôt institutionnalisé là-bas au sommet de l'État. Et je dis, c'est le fait. C'est comme dire où appelle le tribalisme d'État. C'est exacerbé par des bouts. C'est-à-dire que par une caste comprendre. Parce que, voyez-vous, et puis j'ai également entendu parler, j'ai entendu M. Mouté parler de la communauté internationale. Mais si vous êtes calme chez vous, personne ne viendra entrer chez vous. C'est quand il y a du bruit chez vous que des gens viennent entrer. C'est ce qui est normal. Donc aujourd'hui, dans la crise du Nord, donc du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, si on avait organisé un dialogue ici, on serait pas allé à Genève pour recevoir certains de nos compatriotes. Et je dis, parler de la communauté internationale, c'est fait dans l'enfumage. Parce que nous sommes à l'origine de nos propres problèmes. Ce n'est pas la communauté internationale qui nous a demandé de mal gérer le plan d'urgence triennal qui a été mis sur pied à la faveur d'un conseil de ministres en fin 2014, en décembre 2014. Ça portait sur pratiquement 595 milliards de francs CFA. Il était question, par exemple, qu'on construise 100 forages par région. Aujourd'hui, montrez-moi un seul forage. Il n'y en a pas du tout. Est-ce que c'est la communauté internationale? On a vu une maman, c'est-à-dire donc on a vu des enfants d'une même famille aller se noyer dans un puits parce que le chercheur c'est de l'eau. Est-ce que c'est la communauté internationale? Est-ce que c'est la communauté internationale qui vous demande, n'est-ce pas, de siphonner les caisses de l'État au sortir des salaires fictifs? C'est eux qui vous demandent donc de payer des fonctionnaires fictifs? Pas du tout. Est-ce que c'est cette communauté internationale qui demande que les marchés, donc que le budget d'investissement public et même le budget de fonctionnement de l'État soit détourné? Parce que voyez-vous, monsieur Serge Alain Autour, en 2015, et ça je veux le dire ici clairement, parce qu'on peut parler c'est l'heure du journal, je vous en prie. De l'assurance maladie. Je reviens à vous. Bonsoir madame, monsieur, une fois de plus. Dans un instant, nous allons donc marquer une pause. Bonsoir Cédric, le sommaire. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons d'économie dans la sous-région Afrique centrale. Vous l'avez certainement observé, il ne se passe pas une réunion sans que les discours optimistes sur l'intégration régionale ne soient évoqués. Pourtant, la sous-région Afrique centrale piétine en matière d'intégration régionale. Les projets intégrateurs n'ont pas vraiment avancé et le commerce intra-régional est de moins de 3% dans toute la zone CEMAC. Comment en est-on arrivé là? C'est le dossier économique où vous suivrez le gouverneur de la BEAC faire des précisions sur une prétendue pénurie des devises dans la sous-région Afrique centrale. Nous irons également pour parler sur le continent africain de cette première initiative annoncée d'anciens chefs d'État africains
et de gouvernements qui souhaitent organiser un colloque sur le Cameroun au regard des multiples crises qui secouent la République du Cameroun. Ils sont nombreux des chefs d'État africains, prix Nobel de la paix, qui envisagent d'organiser un colloque afin d'accompagner à la fois le gouvernement et le peuple camerounais sur des voies visant à sortir des multiples crises. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également ce soir une autre initiative depuis la prison centrale de Yaoundé, là où Mancho BBC, l'un des premiers activistes à se mobiliser lors du début de la crise anglophone, qui souhaite aujourd'hui lancer une campagne pour le retour à l'école lors de la prochaine rentrée scolaire dans le chaudron de la crise anglophone. Nous en parlerons ce soir. Serge Alain. Voilà, fin de cette première phase et qui nous soit, on se retrouve juste derrière le journal de Cédric Noufélé pour le débrief. Retour sur le plateau Equinoxois, toujours en compagnie de nos 4 invités, Joseph-Marie Elundou, Jean-Robert Wafo, Robert Mouté Ambassa et Maître Roland Djéhou. Maître Roland Djéhou, une bonne nouvelle, Mancho BBC, je crois qu'il est temps que les enfants retournent à l'école. Parce qu'on a vu depuis 3 ans, rien que des bâtiments de ce côté-là. Oui, qui était regrettable. Je crois que c'est un appel fort. Hein, oui. Le moins que l'on venant puisse... de Mancho BBC. Tout à fait. Quelle est la symbolique? Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'effectivement, c'est un appel assez fort qui en appelle à la conscience collective. Quant à savoir que est-ce qu'on va accepter de laisser s'éterniser cette crise-là avec toutes ses conséquences. Et Mancho BBC, me semble-t-il, souligne l'une des conséquences qui pour lui semble la plus grave. Oui. C'est celle qui hypothèque, qui met une hypothèque sur l'avenir de la jeunesse de ces régions-là, parce que celle-ci n'a plus accès à l'éducation qui est, nous sommes tous d'accord pour le dire, est un droit fondamental. Donc, ça invite aussi toutes les parties prenantes à faire tout ce qui est possible et imaginable afin qu'effectivement la reprise de l'école puisse être possible. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la sécurité. Il faut que, précisément, on trouve un moyen pour que les armes se taisent. Il faut qu'on trouve un moyen pour que les écoles réouvrent. Et je crois que c'est pour cette raison-là qu'il est fait appel aussi bien à la communauté nationale qu'à la communauté internationale pour que toutes les ressources puissent être mobilisées effectivement pour qu'effectivement on arrive à une rentrée scolaire au moins cette année dans ces régions-là, parce qu'il faut le rappeler, cela fait déjà 3 années scolaires qu'on ne fréquente pas dans les régions, ou qu'on fréquente très mal dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc je crois que c'est un appel qui mérite d'être écouté et qui mérite de toucher davantage les consciences pour qu'on puisse avoir l'école à nouveau dans ces régions-là. Joseph-Marie Elundou, vous qui êtes de la société civile, Mancho BBC demande à être soutenu dans cette initiative. Vous en pensez quoi? C'est un retour de conscience que nous saluons avec beaucoup de respect. Oui. Vous savez, il n'est jamais tard pour réfléchir positivement. Ça, c'est très difficile de réfléchir positivement. Il y a des moments où on est persécuté et où on a vraiment tendance à se retourner sur soi-même pour revendiquer la douleur que l'on ressent. Mais c'est très difficile de faire table rase sur sa propre douleur et s'intéresser aux autres, et de manière positive. Donc, il faut dire qu'il est en prison, je crois. Oui, il est en prison. Et prendre une telle initiative pendant qu'il est en prison, a priori, me paraît être une chose très louable. Et je pense que, moi personnellement, ça me permet d'embrayer sur mon slogan. Il faut qu'on ait à l'amnistie. Amnistie. Oui, il faut qu'on ait à l'amnistie. Parce que, voyez-vous, il faut aller au-delà de la méso-réflexion. Il faut faire la macro-réflexion. Il n'y a pas de puits d'eau, oui, il n'y a pas de courant, oui, il n'y a pas... Mais messieurs, nous sommes en guerre, nous sommes en train de nous égorger. Nous sommes en train de mourir. Voilà des gens qui, il y a quelques années, Bibi ne pouvait pas imaginer un jour qu'il allait être obligé lui-même
de revenir essayer de recoller les morceaux. Pour lui, c'était des actions positives pour lutter contre la malgouvernance, etc. Donc, je pense que ce sont des éléments concrets qui nous permettent d'étayer l'analyse que nous faisons aujourd'hui. Savoir que nous sommes les responsables du Cameroun. Soyons conscients du fait que nous sommes les responsables du Cameroun. Et qu'à un moment donné, il y a des cordes sur lesquelles on ne doit pas tirer. Au risque de renverser tout l'édifice. Sachant pertinemment que l'édifice est mal construit. Question, faut-il renverser l'édifice? Maintenant, au risque de renverser tout. Je pense que BBC est en train d'aller vers ce que moi j'appelle la réflexion humaine, hein, parce que l'humanité n'est pas une chose la mieux partagée. Nous sommes différents. Il y en a qui aiment le sang, il y en a qui ne l'aiment pas, il y en a qui sont... Donc nous sommes différents, mais les gens qui recherchent le bien d'une nation, d'enfants, d'un peuple meurtri par des guerres que notre peuple n'a pas demandé. Notre peuple n'a pas demandé de guerre, mais notre peuple est persécuté du nord au sud, de l'est à l'ouest, par des guerres provoquées et par des menaces exogènes, et par des menaces endogènes, et par des politiciens. Et s'il faudrait que je rassure bien M. Diou, M. Diou, je n'ai rien contre le MRC ni son président. Rien contre qui que ce soit. J'observe que nous sommes dans un mauvais tunnel. Et nous allons tous nous massacrer dedans. Et je pense que nous devons quitter ce tunnel-là ensemble. Et pour cela, nous devons mener des réflexions. Aujourd'hui, on doit s'arrêter même de faire les partis politiques. De dire, bon, voilà, nous sommes 10, 15, 20, capables de porter une nouvelle réflexion. Dire, messieurs, les gens ne peuvent plus être en prison, parce que c'est ça qui pose problème. Dire, messieurs, voilà ce qu'il faut faire. Des choses claires. Vous avez parlé d'amnistie, hein? Pour moi, l'amnistie est la chose la mieux venue aujourd'hui. Élargit tout le monde. Ce qu'on appelle les prisonniers politiques. Mais vous savez que la confusion s'est installée même dans l'opération Épervier, oui, qui a pris du plomb dans l'aile, et qui aujourd'hui n'a plus tout à fait le sens initial voulu par ses créateurs. Oui. Et je veux finir en disant une chose. Oui, j'ai suivi tout à l'heure, moi j'ai eu la chance, parce que j'ai fait un peu d'économie. J'ai suivi le programme économique et financier du Cameroun depuis 1997. De manière précise et assidue. La gouvernance que vous voyez là a été induite par les bailleurs de fonds. La question de la gouvernance arrive au Cameroun pour la première fois en termes de gouvernance dans le programme économique de première génération de 1997 à 2000. Où aujourd'hui vous voyez que pour passer un petit marché, on prend 6 mois. Les commissions créées et tout ça, ça c'est le travail du Fonds monétaire et des bailleurs de fonds. Le Cameroun disposait d'un outil important qui s'appelait les comptables matières, qui avait un rôle de vérifier la conformité des livraisons, de vérifier, ils avaient leur petit art, mais leur place était importante dans le dispositif de la dépense publique. Mais c'est les bailleurs de fonds, avec un certain nombre de personnalités aujourd'hui en prison, qui avaient décidé d'enlever cette affaire du circuit de la dépense publique. Voilà. Donc ça fait que je voudrais que les gens comprennent. Et je vous recommande, M. Diou, de lire un ouvrage. Il se trouve sur Internet. Tout le monde peut le lire. Les confessions d'un assassin financier. Vous comprendrez l'enjeu du rapport de force aujourd'hui. Tout ce qu'on apporte dans ce pays, comme mode de gestion de l'État, comme mode de gestion de l'économie, n'a pour seul objectif que de nous garder dans la position de second et de ne jamais aller au-delà de nos capacités. On va rester sur Mantio. Oui, votre avis sur la sortie de Mantio BBC? L'école. Parce que l'école doit continuer au sud-ouest et au nord-ouest. Tout à fait. Le droit à l'éducation, c'est un droit constitutionnel. Le Cameroun a également ratifié plusieurs traités et conventions internationales qui vont dans ce sens. Et la démarche de Mantio BBC est la preuve de ce que, contrairement à ce que certaines personnes ont cru devoir dire, que c'est un humain. C'est la preuve qu'il a un cœur. Ah oui. Et c'est la preuve qu'effectivement, il est plus meurtri que nous-mêmes qui sommes libres. Parce que c'est de ça qu'il est question. Mantio BBC, je ne sais pas pourquoi il se retrouve derrière. Parce qu'il s'est tout simplement exprimé. Or, la liberté de s'exprimer, de manifester, c'est des droits constitutionnels.
Aujourd'hui, ce qu'il vient de poser comme acte là, c'est une gifle à l'endroit des extrémistes de la 5e colonne, tapis dans l'ombre, dans le sérail gouvernemental. Bon, voilà, il administre la preuve que, bon, voilà, il veut que l'école revienne. Et puis, je vais dire une chose. C'est des gens comme ça, comme dans un BBC, qu'il faudrait envoyer dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il faudrait le libérer tout simplement. Il faut le libérer tout simplement. Il faut libérer Mancho BBC. Il faut le libérer parce que, au moment où on se trouve, je crois qu'il est un des mieux placés pour aller porter, n'est-ce pas, la parole de la paix dans ce pays. Et puis, bien évidemment, jusqu'aujourd'hui, je me pose la question toujours de savoir, mais qu'est-ce qu'on attend depuis pour organiser un dialogue inclusif donc sur la crise du Nord-Ouest, sur la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. On a vu tout un Premier ministre, M. Serge Alain Autour, aller rencontrer la délégation du qui était conduite par le chairman à Bamenda. Il a fait état de ce qu'il était porteur d'un message présidentiel qui annonçait, n'est-ce pas, la tenue d'un dialogue, à condition que la séparation ne fasse pas évoquée. Mais on a vu, après, tout un ministre de l'administration territoriale voyager aux frais du contribuable, aller dans une chaîne étrangère, dire qu'on ne discutera pas de la forme de l'État. Mais bon Dieu, finalement, qui est le Premier ministre dans ce pays? Je tiens à rappeler que le Premier ministre est l'autorité hiérarchiquement établie au sein de l'exécutif après le président de la République. Mais pourquoi un ministre peut se comporter ainsi et puis il n'y a pas d'arbitrage? Le président de la République ne tape pas le poing sur la table. C'est à se demander si ce n'est pas lui qui entretient. Mais j'ose croire que ce n'est pas lui. Mais c'est tout comme. Mais écoutez, quel est ce pays où le Premier ministre de la République est devenu la serpillière de la République, sur laquelle n'importe quel kidam, n'importe quel ministre peut venir essuyer ses pieds? Vous avez vu ça où? Un Premier ministre, là, il dit, ok, je suis porteur d'un message présidentiel. Un autre qui est membre du gouvernement vient dire, on ne discutera pas de la forme de l'État. Mais quelle est cette histoire? Quel est ce pays? Finalement, on ne marche pas à la tête ou quoi? Je ne suis pas responsable. Quand vous dites nous sommes les responsables, je ne suis pas responsable du tout. Okay. Je ne suis pas responsable du tout. Et puis, je vais également dire une chose. M. Joseph Marie Elundou parle de la communauté internationale chaque fois. Elle est dans son rôle. Le bailleur de fonds. Pas de la communauté. Ah, bon, okay. C'est deux bon, je voulais parler de la communauté internationale. Elle est dans son rôle. Quand vous n'arrivez pas à vous entendre dans un pays, même quand je prends l'image d'un quartier, d'une maison dans un quartier, quand il y a la paix dans cette maison, personne ne viendra. Ouais. Mais c'est quand il n'y a pas de paix que les voisins s'inquiètent et viennent s'enquérir de la situation. C'est ça qui est la question. Elle n'a rien fait. Ce n'est pas la communauté internationale qui nous a demandé à nous, n'est-ce pas, de mettre sur pied des politiques à volo. Ce n'est pas elle. Mais aujourd'hui, quand vous parlez de l'économie, moi je veux bien savoir. Mais on est dans un pays où vraiment, il y a des actions sans vision et des visions sans action. Nous sommes sous tutelle économique, monsieur. Est-ce que c'est la vous ne suivez pas l'actualité? Je vous en prie. Nous sommes sous tutelle économique. Ce n'est pas ça le problème. Comment avons-nous fait pour la tutelle économique? Monsieur José-Marie Elundou, il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage de dire... Moi, je vous donne les faits. Je vous en prie. Vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Il faut avoir le courage de dire qu'un des mots de ce pays, c'est l'ENAM. Il faut le dire aux Camerounais. L'ENAM est devenu est le symbole d'une élite qui a failli. Votre candidat l'a dit, il faut dissoudre l'ENAM. C'est le symbole d'un système qui a failli. C'est devenu pratiquement une caste qui se copte. Vous trouvez ça normal? Parce que revenons à l'origine même de l'ENAM. L'ENAM avait été créé dans les années d'indépendance. C'était pour démocratiser le recrutement dans la haute fonction publique. Et pour accompagner le gouvernement, les pouvoirs économiques par la planification économique. Oui. Mais aujourd'hui, on ne peut plus confier le devenir de notre pays, les fleurons industriels, la matière économique, à ceux qui ont été formés pour une économie administrée et rigidifiée. On ne peut plus le faire. Monsieur Mouté Ambassa, est-ce que vous trouvez normal que, par exemple, à la Sonara, que ce ne soit pas un technicien qui soit là-bas, un grand ingénieur, ou bien que dans plusieurs autres... Mais regardez, quel est ce pays? Ils sont partout. Ils se coptent partout. Quand vous parlez du retard dans l'exécution de certains programmes, mais il faut le dire aux Camerounais. Tant que vous ne donnez pas de l'argent, ça ne bouge pas. Même pour les décomptes.
On vous demande 30%. C'est de ça qu'il est question. Donc, je dis, il faut percer l'abcès. Supprimer les normes comme le candidat dont Jojo avait proposé, parce que les normes est une des plaies béantes, n'est-ce pas, de l'immobilisme et de l'inertie qui ont cours dans ce pays. Ok, Robert Mouté-Ambassa, cet acte, on va le dire comme ça, de Mancho BBC, acte d'apaisement, on peut envisager un élargissement de Mancho BBC. C'est quand même une preuve, quand même, que merci on veut la paix. Merci de ce côté-là aussi. De revenir à Mancho, parce que vous savez, ce qu'il a fait, nous devons tous soutenir ce message de Bibixi Mancho, parce que vous savez, si l'école reprend à la rentrée prochaine dans les deux régions nord-est et sud-ouest, je pense que c'est le Cameroun qui va gagner. Il y a des prédateurs qui n'attendent que la grosse étincelle pour nous diviser et rentrer dans ce pays. Il faut le dire, je n'arrête pas de le dire. Ce que Bibixi a pris comme initiative est une très bonne initiative qui doit être encouragée par tous. Et je crois qu'après Bibixi, d'autres doivent essayer d'aller dans ce sens. Et qu'on aille vraiment vers la résolution de notre conflit par nous-mêmes. Parce que vous savez, si on laisse la communauté internationale venir nous aider à résoudre ce problème, elle viendra pour ses intérêts. Et le Cameroun risque d'être divisé. Et donc, il faut faire très attention. J'encourage fortement. Ce n'est pas une affaire de faute à qui que ce soit, monsieur le maire. La faute, en fait, si elle remonte un peu plus loin avec la permission de Serge, vous savez, le monde a été divisé par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Ils se sont partagés le monde, on l'a dit tout à l'heure. Et la mission de ces gens est de maintenir l'Afrique dans sa pauvreté, tout en pompant ses richesses. Et tout est mis en œuvre, que ce soit le RDPC qui soit au pouvoir aujourd'hui, demain le SDF, après-demain le MRC, vous n'allez pas échapper. Tout sera mis en œuvre pour que vous restez là où vous êtes. Et c'est la raison pour laquelle tout est mis en œuvre pour qu'on ne s'entende pas, qu'il y ait des problèmes entre nous, qu'on exacerbe le tribalisme. Mais pour organiser un dialogue, M. Mouté, est-ce qu'on a besoin de la communauté internationale? Je veux savoir. Il a posé une question. Je veux dire par là que... Je veux dire par là que la situation actuelle ne peut changer que si nous tous, on regarde dans la même direction. Bien qu'on ait des idées politiques qui ne sont pas les mêmes, que le Cameroun soit au-dessus de tous. Et si on se met d'accord là-dessus et on essaie d'avancer, je pense que la crise nord-ouest-sud-ouest pour laquelle Bibixi est arrêté, et malgré qu'il soit arrêté, a demandé de laisser, mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il interpelle la communauté internationale. Parce que la communauté internationale vient en ami, mais après, c'est ses intérêts qu'elle regarde. Que voulez-vous qu'il fasse? Maintenant, il doit demander à la communauté nationale et aux chefs de guerre qui sont en forêt d'arrêter d'agresser les populations. Organiser dans le dialogue. De façon à ce que les enfants puissent aller à l'école. Organiser dans le dialogue. Ça lui incombe pas. Cette responsabilité ne lui incombe pas. C'est incombe aux gens de la République. Permettez, Jean-Robert Wafo, permettez. Le dialogue va se tenir. Mais il faut... Mais le temps passe là, Robert Mouté-Ambassa. Mais ce n'est pas facile d'identifier les bonnes personnes qui doivent venir au dialogue. Non, c'est facile. Donc, il y a une situation en cours, un travail en cours qui est fait de façon informelle, de façon à ce que, dans un avenir très proche, dès que les gens sont identifiés... Donc l'identification a pris 3 ans là, non, c'est pas ça. C'est depuis 2016 qu'on cherche des gens? Non, on n'a pas parlé de dialogue depuis 3 ans. Pourquoi on ne voulait pas dialoguer? On parle... Non, là c'est autre chose. Des gens se lèvent contre l'État. L'État ne peut pas se laisser faire. L'État doit rester debout, fort. Vous comprenez? Oui. Bon, l'État avait une position forte au départ. Aujourd'hui, vous dites au départ? Oui. Avec l'évolution des choses, le chef d'État envoie le Premier ministre sur le terrain. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donner les orientations. Et puis, on va parler de tout, sauf la séparation. Et il y a un ministre. Et là maintenant, non, continuez. Non, j'en viens. Le ministre a fait une interview, mais il a été recadré. Par qui? Mais pas le Premier ministre. Quand?
Mais attendez, vous voulez qu'on diffuse ça comme Non, mais il faut le dire au Camerounais. Je pense que je vous dis une chose. Monsieur Mouté, on ne délègue pas. Je vous en prie, juste une seconde. Non, c'est moi qui parle, je ne voudrais pas donner la seconde. Monsieur Mouté, on ne délègue pas, Pour la arrêter fonction justement la confusion, il présidentielle. fallait rendre ça public. On ne délègue pas la fonction présidentielle en période de crise. Vous savez, même quand parfois on se plaint qu'il y a les forces de sécurité qui ont agi de façon anormale, sans respecter les droits de l'homme, il y en a qui ont été sanctionnés durement, qui sont en prison. Mais on ne peut pas communiquer dessus. Parce que vous savez, il vaut mieux sanctionner des gens qui ont mal fait le travail sur le terrain et les mettre en prison. Mais on n'a pas besoin de démobiliser les autres. L'armée, c'est la grande ouette. Monsieur le maire, je vous dis que la déclaration du ministre de l'Intérieur, le Premier ministre a géré cette situation. Les choses sont revenues dans l'ordre. Ok. Ouais, Maître Ndiéou, il y a justement les chefs d'État africains qui sont au chevet, on va le dire comme ça, du Cameroun par rapport à ces multiples crises. Je vais emprunter à M. Wafo tout à l'heure. Si vous êtes chez vous et que vous gérez votre maisonnée tout à fait convenablement, sans qu'on entende les cris de votre femme qui crie à l'aide chaque jour, chaque nuit à minuit, mais personne ne viendra vous demander mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Aujourd'hui, on a entendu parler de l'ingérence. Quand le Parlement européen a cru devoir s'intéresser à ce qui se passait au Cameroun. On a entendu l'ingérence quand le Congrès américain, lui aussi, a voulu s'enquérir de la situation. On a parlé d'ingérence même lorsque l'ONU a commis une réunion informelle sur la question, l'ONU dont on est membre au passage. J'attends simplement que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je m'attends à ce que la logique des amis de M. Mouté, bon, c'est vrai que ce ne sont pas vraiment ses amis parce que lui, il s'en démarque vraiment. Mais je m'attends à ce qu'il parle de non à l'ingérence de ses pairs africains là dans les affaires internes du Cameroun. Et quand vous allez entendre ça, il faudra simplement se dire, ils feront exactement la même chose qu'ils ont toujours fait depuis 3 ans. C'est-à-dire, j'écoute là qu'on me dit qu'il y a des consultations informelles pour le dialogue. Bon Dieu, sachez-le, M. Serge Alain Autou, chaque fois que dans une crise, vous fermez la porte aux modérés, à ceux qui justement veulent faire le débat, vous avez décidé d'ouvrir la porte aux extrémistes. C'est une décision que vous prenez quand vous le faites. Il faut que nos téléspectateurs le sachent. Et ça fait 2 fois qu'on commet la même erreur au Cameroun. On prend le cas de la crise anglophone. On a des avocats, on a des enseignants, on a des journalistes, on a même des manifestants pacifiques avec des branches d'arbres à la main. Et tout de suite, on manipule l'opinion publique et on parle comme M. Mouté a dit tout à l'heure, on avait pris les armes contre l'État. L'État devait rester fort. Mais non, le 1er octobre 2016, personne n'avait pris les armes. Personne n'avait attaqué l'État. Au contraire, des populations avaient exprimé ce qu'ils étaient, ce qui s'est... Vous parlez de 2017. 2016. Le 1er octobre 2016. 1er octobre 2016. Je ne parle pas de 2017. 1er octobre 2016. Non, 2016, c'est encore un problème de revendication corporatiste. Tout à fait. Et c'est à ce moment-là que les gens ont défilé avec... tout est allé en vrille. C'est à ce moment-là qu'on a vu une riposte, entre guillemets, parce que je ne sais pas comment on peut... Non, nous sommes en 2017. Non. Nous sommes en 2017. Nous sommes en 2017. Les revendications, non, je vous en prie, les revendications des avocats... Les avocats... Nous sommes hors sujet. Oui. Non, c'est juste... Nous sommes en 2017, le 1er octobre. Nous sommes en 2016. Oui. Nous sommes en 2016. Non, nous sommes en 2017. De toutes les façons, oui. À cette date-là, les revendications étaient pacifiques. Oui. C'est-à-dire qu'il suffisait non pas de créer quelque chose qui n'existait pas. Il y avait un cadre qui était là. On discutait avec une organisation de personnes raisonnables. Le consortium. Et du jour au lendemain, on a décidé qu'on ne discute plus avec ces gens-là. On les a bannis. Et nous avons découvert qu'il y a des extrémistes. Je peux vous dire qu'à titre personnel, c'est après avoir assisté au bâillonnement du consortium que j'ai découvert qu'il existait un certain Sisikou Ayuktabe, un certain Ayabacho. Personnellement, je ne les connaissais pas avant. Mais tout de suite,
comme les Akborbala ne pouvaient plus parler, les autres ont eu le boulevard qu'ils ont aujourd'hui. Et pas seulement eux. Maintenant, toutes les autres formes de banditisme qui existaient dans cette région-là. L'économie de guerre. L'économie de guerre. Dans le cadre de la crise post-électorale, si on peut en parler un peu, c'est la même chose qui se passe. Vous avez des gens qui, pour avoir revendiqué une victoire électorale, sans PV. Le débat, M. Moutet, le 32 PV du Conseil constitutionnel n'était pas non plus au rendez-vous. Mais ce que je veux dire, vous n'allez pas me distraire. 25 000 PV oui, essayez, mais vous n'allez pas me distraire. Essayez encore. Vous n'allez pas me distraire. J'étais en train de dire que... On n'est pas sur le sujet, là. Voilà. Je donne... Oui, rapidement. J'illustre le propos selon lequel chaque fois qu'il y a une problématique sur la table, l'esbrouf du gouvernement, c'est de refuser le débat, de bâillonner d'ailleurs les interlocuteurs pour nous dire après qu'ils font des réunions informelles pour chercher avec qui discuter. Alors que quand les gens étaient là pour discuter, ils n'ont pas discuté. Ils les ont embastillés. Voilà. Et lorsque ça a dégénéré, maintenant ils cherchent les gens avec qui discuter. Donc, pour ce qui concerne la réunion des pairs au niveau de l'Union africaine, je suis de ceux qui attendent, que cela puisse, parmi d'autres mesures qui sont envisagées, permettre que définitivement cette guerre fratricide que nous avons dans notre pays, cette crise multiforme, que toutes ces crises-là, que notre pays puisse se remettre sur de nouveaux rails, sur tous les plans, aussi bien sécuritaires qu'institutionnels. Et c'est le dialogue qui peut conduire à ça. Les autres ne peuvent faire que des apports, des inputs. Joseph Marie-Elundo, vous attendez quelque chose de ce colloque-là sur le Cameroun qui a annoncé? D'ailleurs, pour moi, c'est une très bonne initiative parce que c'est le plus haut niveau de la consultation pour l'Afrique. Parce que, voyez-vous, il faut être humble. Quand vous regardez un chef d'État, les choses que le chef d'État connaît, vous ne pouvez pas imaginer. Vous savez, il y a un chef d'État français qui parlait de rupture. Rupture. Dès qu'il a été élu, Sarkozy. Voilà. Dès qu'il a été élu, on l'a amené dans un bateau de plaisance. Là-bas, on lui a montré des choses. Sûrement. Quand il est revenu, il ne parlait plus de rupture. Qu'est-ce qu'il a vu là-bas? Non. On lui a sûrement dit, la rupture dont tu parles, peut-être c'est ça que nous on vit. Non, il allait rencontrer ceux qui ont financé sa campagne. Voilà, justement. Mais c'était au sorti du feu. Après, c'était arrêté au Fouquet. Je voudrais, mon cher... Son ami. Je voudrais, mon cher Wafo, que vous me suiviez parce que je connais la stratégie. Vous ne la connaissez pas. Ah bon? Vous ne la connaissez pas. Quand je vous entends parler, je me rends compte que vous ne connaissez pas la stratégie. Ah bon? Vous croyez que cette histoire d'amitié? Il n'y a pas d'amitié en politique. Non, il est allé dans... Donc, écoutez, laissez-moi parler. Ne me distrayez pas. Donc, il se trouve que, lorsque vous regardez, monsieur, moi, je connais les deux Cameroun. J'étais au Cameroun occidental, j'ai vécu le Cameroun occidental. J'ai vu la guerre, j'ai vu les têtes de gens à l'homme chantier partout. Mouyouka, Kumba et Kona, partout je connaissais. Donc, et cette zone-là est différente en termes de culture générale. C'est les anglo-saxons qui les ont colonisés. Et je vous dis que l'affaire là ne commence pas en 2016. Non, mais il ne faut pas que vous soyez naïfs. L'affaire là est profonde. L'affaire là est... Mais monsieur, vous croyez quand même pas que les avocats là savaient que, peut-être qu'ils savaient, qu'il y avait un hymne national, une armée prête, un drapeau, des passeports, la monnaie? Vous croyez vraiment que c'est arrivé comme par enchantement? Non, vous ne connaissez pas l'affaire. L'affaire est très profonde. Je vous l'ai dit, l'affaire est géopolitique et géostratégique. Les gens là sont préparés depuis des années. À faire quoi? Qui sont ces gens? Je ne sais pas comment les appeler, mais ceux qui font la guerre. Il y a des populations camerounaises et il y a des armées, il y a des gens formés là-bas. Formés, qui font face à une armée régulière
tiennent tête à cette armée régulière, Ils ont voulu le ça ne peut pas être M. Wafo. Ça ne peut pas être... Il ne voulait pas être anecdotique, hein. Il ne veut pas être anecdotique comme vous. Nous essayons d'être... Nous essayons de regarder les choses. Restons sur les chances du colloque sur le Cameroun. Pour nous, si on avait accordé le fédéralisme, il n'y aurait pas ce problème. Si le président de la République, ou alors même appliquer la décentralisation. Lorsque le président de la République lance avec son équipe la tripartite, le problème est superficiel, il est national. Il est réglable au niveau national. A-t-il été réglé? Mais si, il a été réglé. Ah bon? Oui, il a été réglé. C'est-à-dire qu'au lendemain de la tripartite, tout s'est arrêté. Il n'y avait plus, attendez, il n'y avait plus de route barrée. L'histoire est là. Il n'y avait plus de route barrée et les institutions ont recommencé à tourner. On a déverrouillé les villes mortes, etc. C'était cela l'objectif. Parce que les résolutions étaient appliquées. S'il vous plaît, dites-lui de m'empêcher de parler. Donc, deuxième chose. José, je veux qu'on reste sur le colloque sur le Cameroun. Quelle chance? C'est pour ça que je vous dis que le colloque sur le Cameroun est sûrement n'est pas venu du ciel. Oui. Je pense qu'il y a une stratégie pour implanter le dialogue au Cameroun. Vous savez, la plupart de ces chefs d'État que vous voyez, ou des anciens chefs d'État, ont des relations et des ramifications très fortes sur l'international. Vous savez que cette guerre est financée aux États-Unis, en Grande-Bretagne, etc., par des gens qui ont fait un grand lobbying. Lorsque vous voyez que quand ces populations sortent, est-ce que vous savez le travail de communication de fond qui avait été fait? Vous savez, j'étais journaliste dans une certaine vie. Hein? Vous connaissez le nombre de nouvelles que pendant des années, on a arrosé les grandes salles de rédaction au monde, de rédaction dans le monde. C'est stratégique, ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas une affaire de politica de la rue. C'est une affaire de vouloir couper un pays, prendre les ressources de ce côté-là et faire de nouveaux contrats avec de nouveaux partenaires. La théorie du complot. Comment faire donc pour que cela... comment faire pour aller en profondeur? Donc ce n'est pas une affaire de Wafo qui veut avoir un puits d'eau. Ou bien de M. Diou qui regarde comment est-ce qu'on a détourné un peu d'argent. Nous sommes dans un géopolitique, un géostratégique. Des équipes où il est clair aujourd'hui que... Et cela n'est pas un complot. Cela est une réalité. Il y a des gens qui demandent la sécession, oui ou non. Oui, mais ces gens sont-ils armés? Oui ou non? Ces gens ne sont-ils pas en guerre? Merci. Je pense, et je finis là, que dans cette affaire, justement, ne vous amusez pas à être modéré. Vous voyez, il y a des extrémistes sur la table. Si vous êtes modéré, si vous essayez de faire comprendre aux gens que vous pouvez indiquer les un pays a une armée, ok? Un pays est organisé. Ce pays a des problèmes. L'armée semble pouvoir jouer son rôle en descendant sur le terrain. Contre sa population. Au fil des années, on se rend compte que c'est un problème sérieux. Ce n'est plus seulement une affaire de population, c'est une affaire de guerre. Alors, il faut... En ce moment-là, on change de tactique, on fait autre chose, on demande le dialogue, on fait autre chose, vous voyez? Donc c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et il faudrait que les gens sachent que il y a des Camerounais, je crois que je suis de ceux-là, qui essayent de regarder les choses froidement. Parfois ça ne plaît pas, mais je suis désolé, c'est de cela qu'il s'agit. Robert Moutéamasa, le colloque sur le Cameroun. Oui, disons que je pense que... Une autre tentative, hein? Oui, moi je pense que avant qu'on accepte un colloque comme celui-là, je crois que les Camerounais ont démontré qu'ils pouvaient se parler. Il y a M. le maire qui a pris l'exemple de la tripartite. Les Camerounais ont démontré qu'ils pouvaient se parler. C'est moi qui ai pris dans la tripartite. Oui, en fait, vous deux, vous avez parlé. Non, lui, il était contre. Non, il a parlé de tripartite. Il y avait une seconde qui il parlait d'une seconde. Voilà. Donc je pense que les Camerounais peuvent se parler et doivent se parler. Si maintenant on a besoin d'une médiation, ce colloque qui est un... Justement, c'est ça le problème. Pourquoi attendre que ce soit les autres? Pourquoi on n'arrive pas à ça? Je vous dis, il y a des travaux, des choses qui se font en coulisses. Mais ça prend du temps, là. Oui, ça prend du temps parce que ce n'est pas facile. Et Loundou, vous l'avez dit, c'est un truc qui est très profond. Vous comprenez? Vous savez, dans ce genre de situation, aller trop vite, on peut mal faire et oublier d'autres personnes. Il faut que tout le monde soit là. Et moi, je suis de ceux qui pensent que ce genre de colloque peut nous apporter, si ce n'est que les Africains ou anciens chefs d'État africains qui sont pour l'Afrique et qui n'ont pas d'autres intérêts derrière. Parler
d'une certaine communauté internationale qui fait partie des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, il faut s'en méfier. Ça va déboucher sur la division de ce pays. Donc moi je crois que les Camerounais peuvent se parler. D'abord, avoir ce colloque, ces responsables africains venir encadrer l'implémentation des résolutions que les Camerounais se sont données. Merci. Quelques secondes. On arrive au terme. Juste pour parler un peu de ce problème. Bon voilà, c'est-à-dire que j'espère que ceux-là qui viendront parler du Cameroun, ils seront... Non, ça a dit Abeba. Hein. Oui, bon, viendront parler du Cameroun. Oui, justement. J'ai pas dit au Cameroun. Oui. J'espère qu'ils vont intégrer les 4 propositions républicaines que le SDF a formulées à l'endroit du Premier ministre, à savoir, qu'il y ait d'abord un cessez-le-feu bilatéral, de 2, qu'il y ait la libération de tous les prisonniers qui sont incarcérés dans le cadre de cette crise, de 3, qu'il y ait une désignation officielle d'un médiateur qui aura, n'est-ce pas, en charge de contacter, de recueillir les avis de nos compatriotes qui sont situés dans 4 grands foyers, à savoir, il y a des réfugiés au Nigeria, bref, à savoir le Nigeria, l'Amérique du Nord, l'Europe et puis les États-Unis. Et qui est également des facilitateurs qui soient donc désignés, parce que ce sont ceux-là qui auront en charge également de mesurer l'avancée du processus de paix en rapport avec les conclusions qui ont été établies de commun accord. Avec donc nous espérons tous... Mais écoutez, la paix n'a pas de prix, monsieur. C'est quel budget? La paix n'a pas de prix. Merci, cher monsieur. Merci. Merci. Je voulais juste savoir d'où viendrait l'argent. Merci, monsieur. Merci. Plus un mot de trop. Voilà, merci, cher monsieur. Merci pour vos différentes expertises, j'y arrive. Merci, maître Diaou. Merci, Robert Ambassa. Merci, Joseph-Marie Loundou, pour votre première. Merci également pour cette invitation, la toute première. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Voilà, il sera renouvelé. Merci au maire Jean-Robert Wafou. Merci, Serge. Vous avez encore beaucoup de mois. Non, mais il n'y a pas de problème. Du côté de la deuxième, hein? Non, ça ne fait que continuer. Hein. Bon, nous sommes scotchés. Pourquoi il ne démissionne pas? Voilà, merci, madame, monsieur, nous sommes. Je suis viscéralement attaché à la République. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Et qu'il en soit rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Mfida 4.